خاف ياك حنا نايضين شرفة والله ما نخيبوا ضياف جلس هنا من دول كلفة وترك عليك دلحاف. Vous avez sans doute deviné ce soir, chers amis, nous allons rendre hommage au phénix du Chaabi, à l'un des piliers du Chaabi, lui-même qui est un pilier de notre patrimoine culturel. Et pour ce faire, j'ai l'immense plaisir d'accueillir M. Abdelkader Bendamache. M. Bendamache, bonsoir. Bonsoir et puis merci bien de l'invitation, de m'avoir donné cette occasion, cette opportunité aussi de reparler de Hajj Mohamed Lanqa qui est vraiment, on n'en parle jamais assez parce que c'est un monsieur qui a vraiment dominé le siècle, si j'ose dire. Il a marqué son passage dans la vie, il nous a donné ce patrimoine riche, patrimoine séculaire aussi, qui vient de très loin, et puis à qui il a donné une forme qui s'appelle aujourd'hui le Chaabi. Certes, c'est ce que nous allons voir avec votre aimable concours. Je rappelle que vous êtes écrivain, vous fûtes dans une vie antérieure, comme vous aimez à le dire, musicien-interprète, et donc vous savez très bien de quoi vous parlez. C'est vrai. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages consacrés justement aux monuments de notre patrimoine. L'Akhdar Ben Khlouf, Amar Zahi, Mahboubati, Boudali Safir, Hassisen et j'en passe. Et tout récemment, vous avez... Badji aussi. Le Badji aussi, Rabbi Yarhamhum J'aime bien Ajma'in. citer son nom comme ça. Rabbi Yarhamhum Ajma'in. Et puis, vous rendez justement hommage à travers un ouvrage qui s'intitule Cheikh Mohamed Lanqa au panthéon patrimonial de la chanson Chaabi, préfacé par Mohamed Belarbi. C'est ça. Et d'emblée, vous l'avez d'ailleurs dit vous-même dans votre mot d'introduction, Lanqa fut un révolutionnaire puisqu'il va faire passer le madh à ce style qu'on va connaître nous sous la forme du Chaabi en le modernisant dans un contexte d'occupation coloniale où cette démarche était d'abord une démarche de résistance. Absolument. Pouvez-vous nous en dire plus? On appelait ce genre qui aujourd'hui on appelle le Chaabi. Il a fait plusieurs étapes comme ça depuis le début du siècle, mais on l'appelait à l'époque l'Aghani Chaabiya. Il faisait partie des chansons populaires qui étaient pratiquées au début du siècle. Et parmi ces chansons, dans le Aïe, dans le Wahrani, le Rassi, etc., tout ça faisait une partie de l'Andalou, le Haouzi, le Aroubi, tout ça. Mais à un moment donné, il fallait décider de ce genre musical qui était religieux. On l'appelait le Madih Dini. D'ailleurs, tous les cheikhs de l'époque, de la première génération de ce mode de musique, de ce genre musical, s'appelaient les Maddahin. On disait, pour l'Anqa à l'époque, on disait Cheikh Mohamed el-Meddah. Cheikh, son maître, on disait Cheikh Mustafa Nadour el-Meddah. Donc, on ajoutait le mot Meddah à toutes les personnalités qui pratiquaient ce genre. Et puis, c'est resté comme ça. Elle faisait partie de l'Aghani Chaabiya. Et puis, à un moment donné, en 1947, lorsque la radio s'est organisée, la radio Algérie de l'époque s'est organisée, avant la télévision bien sûr, parce que la télévision est intervenue en 1956. Donc nous sommes en 1947 et l'organisation des grands ensembles de musique à l'intérieur même de l'institution de la radio Algérie de l'époque, il y avait la création. L'auteur de tout ça, le chef d'orchestre de tout ça, c'était Boudali Safir, qui est mort en 1999. Il a eu l'idée de rassembler comme ça des ensembles musicaux pour le moderne, pour la chanson bédouine, pour la chanson kabyle, pour la chanson la musique andalouse, etc. Et il y avait 5 ensembles. Donc il y avait 4 où il n'y avait pas l'ombre d'un doute sur le plan de l'appellation. Il y avait ce genre, le 5e genre qui s'appelle le Madih Dini. Alors, Hada al-Madih, il arrive à la radio avec une quinzaine de musiciens, une vingtaine de musiciens, et puis à la tête, Hajj Mohamed Lanqa, on disait le Meddah. Et puis, au moment de l'inscription, de la classification du genre, etc., comment on devait l'appeler ça, pour la présentation ou l'administration à l'époque, ils ont dit Meddahin, donc il n'y avait pas de mots pour dire le Meddah. Le Meddah, c'est panégyrique, c'est aussi louange. Oui. L'éloge. Voilà, donc on ne pouvait pas en mettre. Et l'idée est venue de Boudali Safir, il a dit bon, on va l'appeler populaire.
par rapport à bédouin, par rapport à moderne, par rapport à tout ça. Il a dit populaire. Et c'est resté populaire d'ailleurs. On le voit sur les génériques des émissions noir et blanc de l'époque qui étaient diffusées pendant Ramadan, disait l'ensemble de musique populaire sous la direction de Hajj Mohamed Al-Anqa. Donc à partir de là, c'est devenu populaire. Nous sommes en 1947. 54 n'était pas loin. Oui. Donc la révolution qui arrive, la personnalité algérienne qui arrive, le recouvrement de notre liberté, de notre autorité, etc., ça arrive à l'indépendance. Donc tout ce qui était français devient arabe. Et le mot s'est transformé comme ça très doucement, très vite d'ailleurs, et à partir de l'indépendance, c'est devenu la chanson chabia. Mais la chanson chabia, elle s'accorde avec le pluriel, avec tout ça, donc c'est devenu un adjectif. Donc c'est pas un nom, véritable nom, c'est un adjectif. Et puis c'était en 2000, plutôt 2005, au moment où la création du Festival national de la chanson Chabi, il y a eu, dans l'exposé des motifs, il y avait cette appellation qui a ressurgi comme ça pour dire le mot Chabi, c'est un mot invariable. C'est un nom. Substantif. Ouais. Voilà, c'est un nom, donc un nom qui est là, qui veut dire ce genre musical. Et donc ce nom a une histoire. Ce genre musical, il a une histoire, il a un nom, il a des maîtres, il a des grands poètes, il a des grands musiciens, il a tout ça. Bon, c'est terminé, c'est un genre musical majeur. Et à partir de ce moment-là, on pouvait compter sur ce genre. Et à partir de ce moment-là, on remet tout en place. Il y a Hajj Mohamed Al-Anqa qui revient à sa place de leader, de fondateur. Moi, je l'appelle l'architecte. C'est un véritable architecte. D'ailleurs, quand il avait un projet, par exemple celui de l'instrument du mandol, il a dessiné sur papier. Oui, on va y arriver. Véritable architecte. Donc pour ce genre musical, il a pris par exemple les 7 modes de base de la musique andalouse. Il les a intégrés. Donc c'est un geste de quelqu'un qui est intelligent, qui a une projection vers l'avenir, vers la constitution de quelque chose. Donc c'est pas rien, c'est pas quelqu'un, un passage qui a chanté, qui est parti. Non, il a institué des choses. D'ailleurs, c'est un monsieur qui aimait beaucoup les jeunes, qui aimait la formation. Il a été tout le temps. C'est son fer de lance, son mot d'ordre, son cheval de bataille. Son cheval de bataille permanent. La formation était permanente. C'est pour ça il était au conservatoire depuis 1955. Ses premiers élèves sont connus, c'est Amar Lacheb, c'est Hassan Saïd, ce sont ces grandes personnalités qui étaient de ses élèves. Reda Al-Jilali également faisait partie, Youssef Abjaoui également. Donc c'était la première cuvée de là. Et il y avait une autre école, tout à fait privée, c'était au sein de la Kasbah, qu'il a appelé à l'époque Kamelja. Oui. C'était un lieu de rencontre où c'était vraiment amical et tout ça. Il venait et puis sans être payé, hein, il voulait uniquement diffuser, il voulait uniquement que les gens sachent qu'il y a une poésie populaire dite Melhoun à l'époque, et il y avait des musiques, il y avait des choses intéressantes à faire. Tout ça mu par un mot d'ordre, comme on disait tout à l'heure, c'était la religion, c'était l'identité, c'était la nation, tout ça était dans l'esprit de Hajj Mohamed Al-Anqa. C'était pas rien du tout. C'était pas quelqu'un comme ça que je disais qui a chanté, qui est parti. Non, quelqu'un qui a construit. Voilà. Aujourd'hui, si on doit parler de ce monsieur, il y a ce livre. Il y a eu un autre livre aussi, c'est celui de Rabah Saadallah, qui était mon ami, Allah yarhamou, et à qui je dois beaucoup dans ce domaine, puisque c'était l'ami de Hajj Mohamed Al-Anqa. Et puis il a tout de suite écrit un livre juste après le décès de Hajj Mohamed Al-Anqa. C'était le 23 novembre 1978, je me souviens comme aujourd'hui. Et puis il a commencé à déjà réunir des informations pour... Il a fait, c'était un livre sorti aux éditions La Maison des Livres à l'époque, 1981, et c'est resté le seul document de référence de Hajj Mohamed Al-Anqa. Aujourd'hui, il fallait un livre beaucoup plus important,
qui rassemble un peu tous les aspects de l'Hajj Mohamed Al-Anqa, de ce phénix qui est rené de ses cendres, comme l'Anqa. Et puis voilà, nous avons un Anqa qui est rené. Donc chaque 20 ans, chaque 30 ans, il revient. Et aujourd'hui, j'espère qu'il va rester un peu plus longtemps. À travers tous ceux d'ailleurs qu'il a influencé et qu'il continue d'influencer. D'ailleurs, on pense aux magnifiques reprises qui se font avec des adaptations au goût du jour de Subhanallah Yaltaif et d'autres de ces grands tubes. Le Sha'bi a été l'une des plus hautes expressions, sinon la plus haute, de la lutte culturelle contre l'occupation française. Et d'ailleurs, le Hajj Mohamed Al-Anqa, qui était natif de la Kasbah, la Kasbah, elle aussi, était un haut lieu de la lutte. Et on va retracer un petit peu son parcours. Très jeune, vous nous dites, à 11 ans, il intègre l'orchestre de Cheikh Mohamed Qhiwiji. J'espère que je... Qhiwiji, voilà. C'est le demi-frère de percussionniste. Hajj Marziq. Oui. C'est son demi-frère. C'est le demi-frère aussi de Rouichet. Et il commence d'abord en tant que percussionniste. Percussionniste, il faisait tard, parce que la derbouka n'était pas introduite à cette époque-là, donc elle est venue bien après. La derbouka, c'est l'instrument principal, de percussion principale, c'est Staffan Nador. C'est lui qui voulait la faire intervenir. Bon, il n'a pas eu le temps de le faire. C'est l'Anqa qui l'a introduit. Et puis, ça a changé la couleur de l'exécution, de l'interprétation de la chanson Sha'bi. En plus, on parle des instruments de musique, en plus du banjo qui est intervenu quelques mois après la mort de Hajj Mohamed, plutôt Hajj Staffan Nador. Et puis, juste après, il introduit beaucoup de choses. Il arrive aussi à la radio. C'était le premier à être invité à la radio. Qui a commencé en 1923. En 1928, il est déjà appelé, il a fait le premier concert diffusé de l'histoire de la radio. Alors vous dites justement dans un chapitre qui s'intitule « La marque l'Anqa ». Oui. D'abord, une des caractéristiques rarissimes parmi les chirs, c'est qu'il mémorise ses textes et qu'il a une mémoire prodigieuse. Absolument. C'est quelqu'un. Et c'est ce qui lui permet de leur donner vie au lieu de cette interprétation un peu mécanique lorsque vous êtes en train de lire un diwan. Parce que quand on lit, on perd, là je le dis aux jeunes qui m'écoutent, qui sont des Anqawi peut-être, ou des élèves directs ou indirects, de l'Anqa le dit lui-même. Il dit, tous les gens qui font le Sha'bi aujourd'hui sont mes élèves directs ou indirects. Ça veut dire que l'ensemble des gens qui font aujourd'hui, qui suivent un peu cette voie, sont des élèves directs ou indirects. Il le dit. Et quand on voit, moi j'ai appelé un jour dans un livre que j'ai réalisé pour le Hajj Mrizaq, c'était en 2018. Eh ben, le Hajj Mrizaq, je l'ai appelé à l'époque l'autre école du Sha'bi. L'autre école du Sha'bi, mais à l'origine, c'est toujours l'Anqa qui est là. C'est toujours Staffan Nador et le genre qui s'est développé avec l'Anqa. Donc vient par la suite Hajj Mrizaq et qui a pondu toute une école aujourd'hui qui s'appelle l'Hashmawiya. Tout le monde qui en fait comme l'Hashmi, qui vient d'origine, j'allais dire d'origine importante, fondamentale de Hajj Mohamed Al-Anqa, de Hajj Mrizaq et de l'Anqa. Donc tout se retrouve dans ce domaine-là. Et pour dire la mémoire de ce monsieur, il y a une petite anecdote comme ça qui s'est passée à Mostaganem en 1937. C'était une cérémonie familiale et lui était là. Bon, les invités, parmi les invités, il y avait un maître qui s'appelle Abdelkader Ben Sadoun. Abdelkader Ben Sadoun était un grand poète populaire et qui a écrit Sbr l'Ashq Tajri alayh l'Mhan Ash min sa'a fiha Toslim Kani. Ça, c'est une poésie qui a été très célèbre par la suite chez tous les interprètes, parmi eux Amr Lachab, Boujmal Anqis, tout ça, tous ces grands qui ont fait la musique Sha'bi dans notre pays. Je reviens à cette poésie, c'est ce monsieur qui arrive, il prend un petit cahier à l'époque et il commence à écrire.
en direct devant lui pendant toute la soirée. À partir d'une heure du matin, comme ça, il a terminé et puis il se lève comme ça pour dire bienvenue, Cheikh à Mostaganem, vous êtes dans une région où on apprécie le Chabi, on sait ce que c'est. Eh bien, voilà, je vous offre une poésie. Il la survole comme ça et puis en réponse, il ne lui ramène pas gâteau, là, merci, non. Il l'interprète en face de lui et en direct, en public. C'était quelque chose d'extraordinaire. Bon, le public ne savait pas où se mettre à l'époque, tellement c'était important, c'était un véritable produit. Il avait de la mémoire, donc il a mémorisé, non, puisque le texte était en face de lui, et il a interprété. Quand on interprète quelque chose, ça veut dire qu'on a déjà... On s'est déjà imprégné. On s'est déjà imprégné de ce texte, on a déjà appris, on sait de quoi on va parler. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et c'est pour ça que d'un moment à un autre, Hajj Mohamed Lanqa devenait de plus en plus important, de plus en plus grand. Voilà. Et puis, autre innovation, le mandol, vous dites qu'il imagine lui-même et qu'il fait exécuter par un luthier, son ami Jean Bellido. Jean Bellido, c'est d'abord un compositeur, plutôt un musicien. Il est dans le monde de la musique et il était aussi, comme beaucoup d'artistes l'étaient, était artisan luthier. Ça, c'est Jean Bellido. Il était aussi professeur au conservatoire, donc il connaissait très bien le Hajj Mohamed Lanqa. Il n'était pas encore Hajj, c'était en 1932. 1932, c'était la naissance de Amar Lacheb. Donc voilà, pour faire un peu le lien historique. En 1932, l'Anqa jouait du luth, jouait du violon, jouait tout ça. Donc il n'était pas à l'aise quand il interprétait. Donc il a demandé à Jean Bellido d'exécuter la dimension, plutôt les dessins, comment la configuration de cet instrument qui s'appelle le mandol avec un L, parce qu'avant il s'appelait le mandor avec un R, puisque c'est un instrument d'origine allemande qui a peut-être 2000 ans d'histoire, mais c'est le mandol connu à l'échelle européenne. Chez nous, nous avons le mandol de Hajj Mohamed Lanqa, créé lui-même selon les dimensions physiques de l'Anqa. Comment qu'il prend le mandol, comment qu'il joue la table d'harmonie, comment qu'il doit régler sans faire des déplacements, sans que le truc bombé du luth ne le gêne pas, parce qu'il fallait qu'il joue en même temps avec la voix, avec tout ça. Donc, en demandant tout ça à son ami Jean Bellido, ils ont réalisé cet instrument qui s'appelle le mandol. Pour la première fois, on avait un instrument typiquement algérien, créé par un Algérien en Algérie. Donc ça, c'est une grande trouvaille, c'est un moment important de notre histoire, puisque en même temps, nous sommes en train d'échafauder un genre musical un peu qui rentre dans les familles. Il était dans les familles, puisque ça s'appelle Madih Dini, donc mais il prenait le large avec beaucoup de... Il se démocratise. Voilà, il se démocratise, voilà. Et puis en plus, comment qu'ils ont fait ils ont un peu accentué lui et puis tous les gens qui étaient autour, c'était par le souci identitaire, parce que nous étions bien sûr colonisés et puis chaque geste de la colonisation était contraire à l'identité, donc ils voulaient carrément depuis très longtemps, depuis qu'ils étaient venus en 1830, donc c'était uniquement l'effacement de notre personnalité, l'effacement de notre culture, de notre force culturelle, parce qu'avant nous avions un certain nombre d'institutions d'éducation, d'instruction très très importantes à l'époque, qui se sont par la suite diluées, et puis on ne voyait plus même l'enseignement à l'époque musulman. C'était un enseignement qui avait de son importance dans le monde de la culture algérienne. Donc tout ça commençait à disparaître avec les guerres, avec surtout l'effacement, surtout les grands massacres qu'a mené cet aimable maréchal Pélissier, qu'on appelle, il s'appelait le duc de Malakoff.
curieusement, s'appelle Malakoff. Et aujourd'hui, c'est le café Malakoff. Nous avons le haut lieu, le haut lieu de l'Anqa qui a été rendu célèbre par le Hajj Mohamed l'Anqa et qui s'appelle Malakoff. Oui, c'est quelque chose qui... C'est une revanche de l'histoire. Au travers de ma gorge, tout le temps, quand je prononce ce mot, je pense aux 1500 victimes de Oulad Riyah à côté de Mstaghalem. Les enfumades de Mstaghalem. Donc, tout ça... Un jour, peut-être, ça disparaîtra au profit du nom de l'Anqa. Au profit du nom de l'Anqa, tout simplement. C'est lui qui lui a donné cette dimension. Tout à fait. D'ailleurs, aujourd'hui, il a bien repris. Je félicite M. Louali qui a eu l'idée de mettre tout ça en branle. Et puis, nous avons un café mythique qui a été géré par Ben Ali Sfinja, qui a été géré par Hajj Mirza, qui a été géré par Maqran Stiti, l'Anqa lui-même. Et puis à la fin, c'était son fils, L'Hadi, qui a géré aussi d'une manière correcte. Et puis c'est resté jusqu'à maintenant le haut lieu de la musique traditionnelle andalouse, ou haouzi ou chabi. Voilà. En parlant de musique andalouse, justement, le Hajj Mohamed l'Anqa va réussir ce pari très audacieux, à la fois de démocratiser le madih qu'il va transformer en chabi, mais en même temps de le faire en intégrant des éléments d'une musique savante, élitiste, qui est l'andalou. C'est ça. Ça va faire grincer des dents, et vous citez l'un de ces traits, et il y en a tellement de l'Anqa. Je vous laisse le citer. En arabe, je veux dire. Oui, c'est encore mieux. Celui qui la tient directement de Zeriab, c'est-à-dire il y a 10 siècles, vient me le confirmer aujourd'hui. Oui. Il répond ça à ses détracteurs. Bien sûr, parce que déjà quand on fait de la recherche dans ce domaine-là, on va au premier disque qui a été enregistré, nous sommes aux environs du début du siècle dernier. Nous sommes en 1905, 1906, au moment où on a commencé à enregistrer Mohamed Ben Ali Sfinja, qui est mort en 1908, exactement le 30 juin. Ben Ali Sfinja, nous avons déjà une couleur de la musique qui existait à cette époque-là. Donc on n'avait pas les grands ensembles de maintenant, on n'avait pas le travail réalisé par les Fkharji, Mohamed Abdelrazak à partir des années 50. Nous n'avons pas tout ça. Nous avons une musique, c'était, j'allais dire, approximative de cette époque-là. Et c'était l'époque, on ne pouvait pas demander plus. Et puis aujourd'hui, ça a changé. Ça a changé dans les années 30 avec l'avènement de la radio, ça a changé avec l'ensemble de musique qui a été créé par Boudeli Safir en 1947. Là aussi, ça a changé parce qu'il y avait le grand ensemble. Et ensuite, ça a changé. Et ça a changé vers les années 67, 68 avec la création des grands festivals de l'époque, 66, 67, là au moment où se sont distinguer les grands ensembles de Mousselia, de Fkharji un peu plus tard en 81, de Qli'a également en 72, le Gharnatiya de Qli'a, et puis de Mstaghalem également, de Nadil Hilal à Mstaghalem, de Tlemcen également, de la Slam à Tlemcen, de Constantine, Mouhib Ilfen, de Annaba. Donc il y avait tout un foisonnement de musique andalouse qui ne ressemble pas à celle du début du siècle, ça c'est certain. Certes. Donc il y a un changement. Alors qu'est-ce qu'on pourra dire des musiques il y a 10 siècles? Donc on ne pouvait pas. Donc l'Anqa, intelligent comme il a observé tout ça. Il a observé tout ça comme un sociologue. Il a observé un peu la démarche historique, les générations, il a observé tout ça. Il a dit, comme les gens qui m'ont précédé ont changé les choses, eh bien moi aussi je vais changer. Puisque ce domaine, il est à nous aujourd'hui, ça s'appelle le shabi, tout ça. La chanson Madih Dini, Aghani Shabiya, etc., la chanson populaire de façon plurielle. Et puis, je vais ajouter des choses, parce que ça manquait de structure. La structure, c'était les modes de base de la musique andalouse, qui sont au nombre de 7.
c'est ce qu'on appelle les 7 modes de base, ou la base fondamentale de la musique andalouse, ce sont ces 7 modes. Pour ne pas parler des 24, je parle uniquement des modes de base, parce qu'à partir de là, il y a eu des dérivés. On va parler des 7 modes que l'Anqa a intégrés. Et puis en même temps, il a créé un genre tout à fait propre à lui, qui s'appelle le sahli. Le sahli vient de la musique arabe, un peu de Nahawand. Mais quand on dit sahli, c'est côtier. Donc ça ressemble à Alger, ça ressemble à Mostaganem, ça ressemble à Bjaya, à Annaba. Donc toutes ces villes côtières pratiquaient ce genre Nahawand, ce genre sahli. Et puis il a pris. Donc l'Anqa a composé la plupart de ces bitoussières, de ces chansons comme l'Hamam, comme tout ça, à partir de ce mode qui s'appelle le sahli. Il a affectionné ce mode. Et puis l'Anqa n'est pas resté uniquement au mode de base. Il est allé vers l'Inqlab, il est allé vers l'Insraf, il est allé vers toute la structure de musique andalouse dans les morceaux un peu vivants, beaucoup plus vivants, parce que lui, il était à l'origine des grandes ritournelles du début du siècle. Oui. C'est lui qui a fait introduire dans la chanson Madih Dini des musiques à lui qui s'appellent des petites ritournelles, des chansonnettes. Ben aujourd'hui, quand que on vous parle, reproduisez d'ailleurs. Bien sûr, quand on parle aujourd'hui d'un club de Khelsat, tout ça, c'est des petites chansonnettes que l'Anqa connaissait déjà au début du siècle. Ouais. Donc, à partir de là, et donc il fait rentrer et puis le Khlasat également. Et puis, lui-même, participer aux répétitions de l'ensemble de musique andalouse qui était dirigée à l'époque, à partir de 1947, par Mohamed El-Fakharji. Et il participait, c'était son ami. Et puis lui-même, Mohamed El-Fakharji, avec certains musiciens, d'ailleurs avec l'accord du chef d'orchestre qui était le Hajj Mohamed L'Anqa, beaucoup de musiciens de la structure musicale andalouse venaient aussi répéter avec le Chabi. Donc il n'y avait pas de problème entre ceci et cela parmi les musiciens. Oui. Donc le Mohamed El-Fakharji participait aussi. D'ailleurs, il y a une émission qui a été enregistrée au Palais du Peuple à l'époque, dirigée par Boudali Safir. C'était en 1950. Et c'était une grande émission qui s'appelle La soirée improvisée, oui. Sahara al-Mahdoufa. On voit Fadel Dzeriya, on voit Al-Hajj Manouar Ottar, on voit aussi Mohamed El-Fakharji Orbab, et on voit Mustafa Skandarani au luth. Donc il y avait une symbiose entre tous ces artistes. Donc voilà comment les choses se sont imbriquées et jusqu'à aujourd'hui où l'histoire que nous connaissons aujourd'hui, que nous vivons aujourd'hui, a donné raison à Al-Hajj Mohamed L'Anqa. Alors si on récapitule, M. Ben Damache, oui. Donc il introduit de nouveaux instruments. Ouais. Il transforme un chant religieux en une chanson populaire. En un genre populaire qui va marquer l'histoire. Il élabore son propre instrument. Absolument. Il introduit une musique savante et en fait un genre populaire. Pour quelqu'un qui a chanté Fennima Hoshim Seyd, Marani Mtaqqaf, Qarani Ujua Al-Ahfa, voilà quand même quelqu'un de bien savant. Et puis en plus, il était aussi poète, il était parolier. Oui. Il était parolier, beaucoup de jeunes aujourd'hui interprètent, même les grandes personnalités dans le monde du Chabi, interprètent ces chansons. Que vous avez reproduites d'ailleurs dans le Voilà, même je les ai, elles existent comme texte, consignés dans ce diwan. Il y a un diwan des chants qu'il a écrits lui-même, et des chants même en kabyle, en tamazight. Oui. Il a fait aussi pour beaucoup. Donc voilà quelqu'un qui est... Et puis en plus, il fait de la sauvegarde du patrimoine. Il est allé vers le Madih Dini, il cherche l'excellence dans l'interprétation. Pourquoi? Parce qu'il est allé voir des personnalités. Son principal maître dans ce domaine, il est mort le 5 août 1931, c'était Abdelrahman Saïdi, il s'appelle Raghaï de son vrai nom. Abdelrahman Saïdi, Cheikh Abdelrahman El-Meddah également. Qu'il a lui-même orienté
vers un soufi Oui. qui est Cheikh Sidi Ali El-Khal. Sid Ali El-Khal, qui était un bonhomme aussi, un grand poète, et qui était dans Zawiyat Sidi Abderrahman. Voilà. Et il allait chez lui depuis toujours d'ailleurs, et puis il est devenu aussi son maître. Voilà. Voilà. D'ailleurs, parmi les plus célèbres compositions Mhm. de Cheikh El-Hadj Mohamed Al-Anqa, Oui. il y a le célébrissime Alhamdulillah ma bqash. Ma prêche, c'était Amar Bledin. Et puis, avec cette chanson, il a donné une mélodie à l'indépendance nationale, si chèrement acquise. C'est pas rien du tout, subhanallah, surtout l'autre, Alhamdulillah, ma prêche, c'était Amar Bledin. C'était pas par hasard. La première fois qu'il a interprété cette chanson, c'était le mardi 3 juillet, au quartier de Bebjdid, juste un peu plus haut que Sidi Abderrahman. Et là, dans une petite placette qui s'appelle Deuxième, d'ailleurs les gens qui nous écoutent aujourd'hui de ce quartier se rappellent bien de ce moment qui s'appelle le Deuxième. Donc à partir de là, la chanson a pris forme avec ses musiciens, etc. Et il a refait le 31 octobre 1962 devant les invités de marque de l'Algérie. C'était à la salle Atlas, ex-majestique. C'est à ce moment-là que Haj Mohamed Al-Anqa ne savait pas qu'il allait chanter cette chanson, parce qu'il y avait la pièce de théâtre 132 ans d'Abderrahman Kaki, et puis il y avait les invités de marque de l'Algérie, avec même un orchestre d'Ahmed Fouad Hassan, l'Égyptien, et puis beaucoup de choses. Et puis à minuit pile, il fallait les 21 coups de canon, et ensuite Haj Mohamed Al-Anqa qui rentre. Donc quand il est rentré, il y avait Mohamed Boutelja qui faisait la présentation de cette soirée mémorable. C'était la première grande soirée de l'indépendance. Et il vient demander à Cheikh Haj Mohamed Al-Anqa, il lui dit qu'est-ce que je dois dire? Il dit, je ne sais pas, je vais voir. Donc lui-même ne savait pas. Et on le sent dans la première interprétation, et on voit l'orchestration, ils étaient pris de court, parce qu'ils ne connaissaient pas la mélodie. Et il a refait une fois ou deux fois le couplet tout seul. Et puis c'est après, au deuxième, troisième couplet, que l'orchestre a pris, et la mesure est arrivée. Et puis c'était des applaudissements magnifiques, c'est un moment mémorable, c'est un moment carrément historique, artistique, mais aussi nationaliste, engagé, etc. Et puis ça a été refait, c'était tellement bien que le moment, ça a été refait en janvier ou le février 1963. À la télévision, c'était au niveau zéro, il y avait un espace comme ça qu'on appelle l'espace de pas perdu à l'époque, et ils ont construit un décor pour ça, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec une chorale constituée de Garouabi, Boujban Anqis, Tahar Ben Ahmed, Hassan Saïd, tout ça qui faisait la chorale, et puis un orchestre important où il y avait Mahboub Bati au violon, il y avait tous les grands de l'époque, et lui était debout, comme ça il tournait, et c'était un enregistrement en playback. Voilà. Il ne manquera jamais une occasion de rendre hommage à Cheikh Nadour, notamment à travers ce très beau vers lorsqu'il dit Ta'at Cheikh Dahar fi Ifriqiya Chamaliya, al-marhoum Nadour huwa sabab fahmi. Alors, s'il n'y avait pas Haj Mohamed Al-Anqa qui a dit dans cette poésie qui est devenue célèbre par la suite, enregistrée en 1950, s'il n'y avait pas ce moment, le mot Cheikh Nadour, c'est-à-dire lui, il était la raison essentielle de ma connaissance dans ce domaine. On n'aurait pas connu le Hajj Mustafa Nadour, plutôt le Hajj Mustafa Nadour Meddah. Oui. On n'aurait pas connu. Donc c'était lui qui reconnaît. Qui l'a immortalisé. Voilà déjà une reconnaissance d'abord de ses maîtres, puisque il reconnaît, c'est quelqu'un qui n'oublie pas, qui reconnaît, il est reconnaissant, et puis qui aimait, qui préférait l'excellence. C'est un bonhomme qui choisissait ses amis. Il avait des amis, d'abord il fallait qu'ils aient un certain niveau, comme Kateb Yassine, comme Cheikh El-Hadj Hamada, Kaki, Mustafa, Abderrahman Kaki, tous ces gens-là étaient, Mustafa Kateb également, tous ces gens-là étaient ses amis.
C'est-à-dire quand il discute avec eux, il a de quoi dire avec eux. Et il s'imprègne de leur intelligence, de leur connaissance, et lui aussi transmet son patrimoine, c'est des choses qu'il connaissait. Voilà, donc nous avons un monsieur, d'ailleurs, à partir de ce livre, Inch'Allah, peut-être qu'il y aura un projet, peut-être de film, pourquoi pas, ou là, d'autres livres sur ce monsieur qui traiteront peut-être d'autres aspects que nous ne connaissons pas aujourd'hui. Et puis il y a ce chef-d'œuvre absolu dont on a cité quelques vers, Zghloul, qu'on connaît plus sous le nom de Subhanallah Ya Latif, qui a été composé par Mustapha Toumi. Mustapha Toumi qui est sorti en 1970. Et dont pas un seul vers n'est pas brûlant, d'actualité. Absolument. C'est incroyable. L'actualité d'abord, elle est historique puisque le Hajj Mohamed Al-Anqa voulait, c'est lui qui l'a commandé d'ailleurs à Mustapha Toumi, c'est Mustapha Toumi, Allah yarhamou, qui est un grand monsieur lui aussi, il lui a commandé carrément, puisque c'était son ami depuis toujours, il lui a commandé cette poésie, cette œuvre. Il a dit voilà, il me faut qu'on puisse un peu inventer, créer quelque chose qui doit rester après nous, et je dois clôturer ma carrière avec ça, parce qu'il était intelligent, il savait quand est-ce qu'il commence et quand est-ce qu'il termine. Voilà quelqu'un aussi d'intelligent. Oui. Qui a le sens de l'œuvre, qui sait qu'il accomplit une œuvre. Oui, oui, de l'agenda aussi. Qui n'est pas dans une routine mécanique ou industrielle. Il avait un agenda, il savait ce qu'il faisait. C'est un bonhomme qui aimait beaucoup les voyages, c'est un bonhomme qui voyageait beaucoup. C'est un bonhomme qui n'était pas en place, c'était quelqu'un qui voyait le monde, qui s'intéressait, qui est allé plusieurs fois à Rome, visiter le Colisée. C'était un bonhomme qui voyait beaucoup de choses dans sa vie. C'est un bonhomme rempli de connaissances et d'informations du monde. Et pourtant, il n'a pas fait beaucoup d'études. Mais ces études, d'ailleurs, il le dit dans la poésie, Mustapha Toumi le dit, ma connaissance, mon enseignement, je l'ai pris entre guillemets, de la rue, carrément, de la rue. Et puis, ses maîtres, il les a toujours mis en valeur, tout le temps. Brûlant d'actualité, on pense d'ailleurs à ce vers que j'arrive pas à me remémorer, mais où il dit en gros, ça fait penser aussi aux nazis qui eux aussi sont arrivés. Oui. Ça va être le sujet de notre rubrique avec votre aimable permission. C'est le moment de découvrir notre livre de chevet, comme d'habitude, après le jingle. À tout de suite. Pour ce mois-ci, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir ensemble L'épine et le girofle, le roman autobiographique du Shahid Yahya Sinwar, traduit par votre aimable, en tout cas ce passage-là est traduit par votre serviteur. Je vous laisse découvrir. Le jour suivant, ma mère a pris un peu de literie de la maison et l'a étendue dans le trou. Puis elle a pris 2 ou 3 carafes d'eau et un peu de nourriture et elle nous a tous emmenés dans le trou et nous fit asseoir. Nous fûmes rejoints par la femme de mon oncle et ses fils Hassan et Ibrahim. Je me sentais oppressé dans cet endroit où nous fûmes entassés sans que j'en susse la raison. Chaque fois que je tentais de sortir ou de m'élancer vers l'ouverture, ma mère me tirait et me faisait rasseoir à ma place. De temps à autre, elle nous donnait une galette et quelques olives. Le soleil commença à décliner. La lumière le soleil commençait à décliner et l'obscurité dans le trou croissait à mesure que baissait le jour hors de ce trou. La peur commençait à s'instiller en nous, les petits, et nous commençâmes à crier et à nous précipiter vers la sortie. Ma mère et l'épouse de mon oncle nous en empêchaient en criant. « Les enfants, c'est la guerre. Ne savez-vous donc pas ce que signifie la guerre ?» À ce moment, j'ignorais ce qu'était la guerre, mais je sus que c'était quelque chose d'extraordinaire et de terrifiant, d'obscur et d'étouffant. Et en lisant ce roman, on comprend que Yahya Sinwar est devenu le révolutionnaire qu'il a été et le shahid. Inch'Allah Rabbi yatqablo ma'a shuhada wa yarfa' maqam. Et je reviens vers
notre invité, M. Abdelkader Ben Da'amash, et son ouvrage Cheikh Mohamed Al-Anqa au Panthéon patrimonial de la chanson Chabi. Cheikh Mohamed Al-Anqa a été un résistant à son corps défendant. Dans l'ouvrage, vous procédez un peu en spirale, c'est-à-dire que vous allez à un événement et puis vous revenez à sa genèse historique. Et on apprend dans cet ouvrage qu'il a été fiché par la police coloniale. Absolument, oui, oui. À cause d'une chanson qui s'intitule Ma Tansawch Had al-Mahna. Ça, c'est une chanson, d'abord, on sent d'ailleurs quand on remonte un peu l'historique de son parcours, eh bien, on voit un engagement parfait, puisque c'était à l'origine quelqu'un qui a souillé la mosquée de Constantine à l'époque. Il y avait une réaction, c'était un juif de l'époque, constantinois, et puis ça a fait une réaction à l'époque, peut-être tout l'Est entier était embrasé à l'époque. Il y avait des morts, il y avait des blessés, il y avait tout ça. C'était un événement en 1934 qui est resté dans l'histoire de notre pays. L'Anqa l'a immortalisé dans une poésie. Et puis une chanson. Donc, les Français à l'époque ne l'ont pas admis. À l'époque, n'ont pas admis. Il a été bien sûr visé, recherché, etc. Mais on ne lui a pas fait beaucoup de mal. Seulement, il a été complètement marginalisé. Il a même demandé à un moment donné de travailler dans une institution, tout ça, pour avoir un petit salaire, pour avoir un petit revenu, parce qu'un artiste, quand il est à la guerre, il ne travaille pas, il ne peut pas faire ça. Justement, c'était après le déclenchement de la lutte de libération nationale, la direction politique à l'époque de la Révolution, ils ont dit, voilà, vous devez rester à la salle actuelle Beno Khaldoun, à l'époque s'appelait Pierre Borde, avec Fadela Zeria, il devait, donc il avait pour mission d'être présent pendant les soirées. Pourquoi? Parce qu'il ramenait beaucoup de monde. Et c'était au cours des soirées où il y avait beaucoup de monde, c'était là où la direction de la Révolution à l'époque pouvait s'infiltrer, pouvait transmettre des messages même oraux plutôt, et puis c'était important, ils étaient utiles. C'est pour ça qu'ils lui ont demandé. Fadela Zeria, la même chose, elle est restée, elle a beaucoup travaillé à cette époque-là. Je n'embêterai pas je l'ai dit, mais il faut que j'appuie dessus. Il aimait les jeunes, il aimait la formation, et il aimait aussi, il était reconnaissant envers ses maîtres. Il a très souvent parlé de Abderrahmane Saïdi, qui était maître dans la chanson Hawzi, andalouse, et aussi Chabi, à l'époque Madi Haddini. La même chose pour Sid Ahmed Ben Zikri, qui lui a dit, voilà, cette poésie est parfois transmise oralement. Il y a des imperfections dans la grammaire, dans le vocabulaire, etc. Il faudrait qu'on puisse organiser tout ça. Donc il a bien écouté et il a transformé beaucoup de choses dans cette poésie Melhoun, puisque Sidi Ahmed Ben Zikri, c'était une personnalité, un savant. Il était proviseur de l'école franco-musulmane de Ben Aknoun de l'époque. C'était important. Même son frère était également un grand savant qui était d'Azfoun, donc cette région aussi qui a enfanté beaucoup d'artistes. Haj Mohamed Al-Anqa est de Tegressif, donc pas loin d'Azfoun. Donc je reviens un peu à cette reconnaissance. Et la reconnaissance essentielle, c'est celle de son maître. Et il dit, voilà, j'ai appris de ces gens-là qui m'ont aujourd'hui, qui ont participé à ma formation. Donc c'était un intellectuel et en même temps universel. Il était universel et intellectuel aussi. C'était pas quelqu'un qui s'appropriait quelque chose, qui disait, voilà, il faut que vous le faites connaître vous-même. Et la preuve, après 1965 et les classes qui ont été instituées, toutes ces générations de musiciens de Chabi qui sont passés par son cours, aujourd'hui sont des maîtres, sont des cheikhs, qui ont continué sa tradition. Et puis d'autres aussi qui ont fait
pas comme lui, qui ont changé. Par exemple, le mandol, il y a Mohamed Rouane qui en a fait un instrument universel. Tak Farinas qui en a fait, il a fait deux tables d'harmonie, etc., qui a joué un peu dans ça. Il y a eu beaucoup de jeunes comme ça qui ont, qui ont ajouté le quart de temps, à partir de la trouvaille de l'Anqa. Oui, voilà. D'ailleurs, pardon de vous interrompre, vous citez Mohamed Rouane dans l'ouvrage qui dit l'Anqa m'a tracé la voie. Absolument. C'est lui, d'ailleurs, à partir de l'Anqa, que Mohamed Rouane a trouvé sa voie, a trouvé le mandol blanc qu'il a imaginé lui-même, donc qui rentre aussi lui-même dans l'histoire comme étant et ayant participé à ce que nous avons comme instrument traditionnel dans notre histoire. Il avait le patriotisme, Cheikh Al-Hajj Mohamed Al-Anqa avait le patriotisme chevillé au corps, et parmi les anecdotes qui illustrent cela, il y a cette invitation de Hassan II à... Voilà, il y a cette invitation de Hassan II qu'il va décliner et je vous laisse nous en dire plus. Oui, il l'a décliné, il a envoyé une équipe, vient de nos amis voisins. Ils arrivent en Algérie, à Oran, et ils avaient pour mission de demander à Hajj Mohamed Al-Anqa d'aller habiter là-bas. Et à charge pour lui, en contrepartie, il devait uniquement produire un concert de musique par an. Et il avait là, il pouvait uniquement faire ça et avoir tout un salaire pendant toute une année et avec une belle habitation, etc. Et il a dit quoi? Là, je laisse. Et il dit Harqat Kbadi wala Farqat Bladi. Voilà, Harqat Kbadi, je préfère me sentir mal aujourd'hui que de me séparer de mon pays. Voilà déjà un geste important. Et pourtant, il n'a pas fait, le Hajj Mohamed Al-Anqa n'a pas fait fortune de la chanson. C'est un bonhomme qui a laissé une famille. D'ailleurs, il n'y a que le Hadi Al-Anqa que je salue parce que le Hadi Al-Anqa a participé très fortement à l'écriture, non, à l'information. C'est-à-dire que je revenais pratiquement quotidiennement, je le voyais quotidiennement. Et puis il y a des gens aussi que je dois citer, à mon fils Walid qui a participé également, et il y a Mahfoud également, ce sont deux baroudeurs qui sont là, qui m'encadrent tout le temps, qui me disent à chaque fois non, c'est pas ça, etc. Et on continue à travailler. Et nous sommes aussi sur d'autres projets, Inch'Allah, que nous allons réaliser en plus de Cheikh Al-Hajj Mohamed Al-Anqa, qui est un peu avec Sidi El-Khadr Ben Khlouf, qui est sorti en 2018. Je crois qu'un grand effort a été fait pour El-Khadr Ben Khlouf à l'époque. Je suis resté 7 ans pour le faire. Ce livre, je suis resté 3 ans pour le faire. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes sur Kamel Hammadi, je préfère le dire comme ça pour qu'il le sache lui-même, parce qu'il est vivant. Et c'est la première fois que je vais faire un 200 vivants, comme ça, une publication qui retrace la vie d'un interprète qui a une grande importance dans la chanson algérienne. La préface est écrite, je le dis pour l'histoire aussi, par Louni Saïd Mengelet. Voilà. ربي يقدرك وربي يبارك في عمرهم وفي عمرك. Cheikh Hajj Mohamed Al-Anqa est aussi reçu à l'occasion du 20e anniversaire de la révolution algérienne. Il est reçu par le regretté président Houari Boumedienne. Bien sûr, il a été reçu comme ça en aparté et ensuite avec d'autres artistes. Et il l'aimait bien d'ailleurs, il le disait souvent. Mais quand le Hajj Mohamed Al-Anqa était avec ses personnalités, lui aussi s'élevait au niveau des personnalités qui sont en face de lui. C'est-à-dire, il n'était pas gêné, il n'était pas complexé, il était, oui, comme tout le monde. Il lui dit, voilà, vous êtes président de la République, moi je suis le Hajj Mohamed Al-Anqa. Et c'est bien parce que ça fait plaisir, ça fait aussi grandir les gens qui ont fait quelque chose, les grands sportifs, les grands écrivains, ils restent dans l'histoire.
et ils sont agrandis par leur notoriété, par l'importance qu'ils donnent qu'on donne nous-mêmes en les écoutant ou en lisant leurs œuvres. Et ils restent des grandes personnalités. Pourquoi on connaît aujourd'hui Kateb Yassine? Parce qu'il nous a fait une jma. Pourquoi on connaît Mustafa Kateb? Pourquoi on connaît Mouloud Mamri, Mouloud Fraouni, tout ce monde-là? C'est parce qu'ils ont laissé beaucoup de livres. Il n'y a que le livre qui transmet la connaissance la plus juste qu'il soit et la plus fidèle et puis la plus permanente, parce qu'on peut imaginer toutes sortes de choses d'audiovisuel que nous connaissons aujourd'hui. Un livre restera toujours un livre, comme disait le grand écrivain. Il disait أعز مكان في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الأنام كتاب. Il n'a pas dit CD, ou là, il a dit une émission de télévision, ou là, il a dit une émission de radio. Il a dit Kitab, c'est le Mutanabbi. Oui. Donc, on peut C'était pas anachronique, mais. Oui. Et puis, justement, on voit la postérité de l'Anqa, et dans un chapitre, vous citez plusieurs personnalités qui lui rendent hommage, et je cite pêle-mêle. Oui. Par exemple, Brahim Behloul dit bien de sûr. lui un artiste génial, il utilise ce mot très fort, sûr. et visionnaire. Momo Himoud Brahimi Bien va sûr. dire Al-Anqa n'aura pas de remplaçant. Mohamed Rouane a dit Al-Anqa m'a tracé la voie, et on voit justement toute Hadj Ali. Bachir Hadj Ali, le musicologue, qui lui a bien consacré sûr. un très long D'ailleurs, article. j'ai gardé son texte original qu'il avait publié à Alger Républicain à l'époque. Donc j'ai gardé ce texte parce que c'était un texte de référence. Tout à fait. Et je dois rendre hommage aussi à Bachir Hadj Ali, qui était un grand monsieur aussi dans le domaine, puisqu'il a fait la même chose pour Hadj Melizak également, qui a beaucoup écrit sur Hadj Melizak, et l'Anqa aussi, qui reste un texte d'anthologie où il donne l'histoire du Chabi à sa manière, bien sûr. Alors, voilà. Il n'était pas musicien, mais il était quelqu'un qui connaissait, comme le Boudali Safir également, qui n'était pas musicien, mais qui était un personnage, j'allais dire, incontournable dans la littérature, particulièrement dans la spécialité de la musique. Alors pour conclure, on va citer l'Anqa lui-même. Ah oui. Et l'une de ses phrases, il y a aussi un florilège de citations Absolument, de l'Anqa oui. que vous avez... Qui vont sourire parfois. Voilà, que vous avez incluse dans l'ouvrage. Il y a celle-là qui m'a beaucoup ému, où il dit finalement le Chabi, c'est le langage des mamans. Absolument. Langage des mamans, c'est-à-dire quand quelque chose est maternel, ça veut dire elle est attachée. Elle est attachée historiquement. On peut pas se passer d'une maman. Et la maman, elle est importante. Elle est importante dans l'histoire de l'humanité. En tout cas, tout ça et bien plus encore, on pourra le découvrir dans votre ouvrage, M. Abdelkader Ben Da'amache, Cheikh El-Hajj Mohamed Al-Anqa, au Panthéon patrimonial de la chanson Chabi. Un très beau livre, tant dans le fond que dans la forme. Merci beaucoup, M. Ben Da'amache, d'avoir été parmi nous. C'est à moi de vous remercier, puis remercier aussi tout ce monde, les techniciens, tout ça, la réalisation également. Et puis je vous remercie, et puis à une prochaine fois. Les meilleurs pour la fin. Merci à vous, chers amis. Inch'Allah, kun khafaf alaykoum. Et pour être sûr que kun khafaf alaykoum, je vous laisse avec le grand